Courbe dans l'espace de dimension 3. Section 2. Soit I gamma, une courbe paramétrée, et grand gamma, l'arc géométrique représenté par I gamma, et soit T0 appartenant à I, et M0 égale M de T0. On suppose que cette courbe admette une tangente au point T0. Définition. On dit que la courbe gamma admet un plan oscillateur en T0 si MT0 plus H n'appartient pas à la tangente en T0 pour H assez petit et H différent de 0. C'est-à-dire que la courbe gamma ne soit pas une portion ou une partie de la tangente au voisinage de T0. 2. Le second point 2, ou deuxième condition de la définition, c'est que le plan P défini par la tangente en T0 par le point MT0 plus H qui n'est pas dans la droite pour H assez petit et H différent de 0 tend vers un plan limite quand H tend vers 0 et H différent de 0. Ce plan limite porte le nom de plan oscillateur de gamma en T0. En utilisant la définition, déterminer le plan oscillateur à l'hélice circulaire à l'instant T0 égale à 0. Ici, comme illustration du plan oscillateur, il contient la tangente, donc en chaque point, un plan oscillateur qui contient la tangente et on voit qu'il oscille autour de la courbe. Donc, d'autres propriétés seront vues ultérieurement. Théorème. On suppose que M de T0 est un point birégulier, c'est-à-dire que le vecteur gamma' de T0 est non nul, et le produit vectoriel de gamma' de T0 et gamma seconde de T0 également ne soit pas nul. Ça veut dire que simplement ces deux vecteurs sont indépendants. Alors dans ce cas, la courbe paramétrée I gamma admet un plan oscillateur en T0, et ce plan oscillateur est défini par M0 et gamma' de T0 et gamma seconde de T0. Il est défini par ce point et par deux vecteurs indépendants. Bon, déterminer le plan oscillateur à l'hélice circulaire à l'instant initial en utilisant ce théorème, mais pas la définition, cette fois. Et deuxième question, démontrer le théorème. Abscisse curviligne. Soit gamma un arc géométrique représenté par une courbe régulière AB gamma de classe CK, avec K supérieur ou égal à 1. Théorème, le nombre L de gamma est un invariant qui est égal à, donc L de gamma qui est l'intégrale de A à B de gamma prime de T dt, ne dépend pas du représentant AB gamma de gamma choisi. Donc il ne dépend pas de cette paramétrisation de l'arc géométrique gamma. Alors, ce nombre porte le nom de longueur de gamma. C'est un invariant. Donc, déterminer la longueur de chacun des arcs suivants. Le premier du cercle et l'autre c'est la portion de l'hélice circulaire. Soit donc gamma un arc géométrique régulier représenté par I gamma et un point T0 appartenant à I. Ici M0 et ici M de T, comme un point mobile qui représente l'arc. Voilà. Et on calcule la longueur de M0
AM ici, à T. Hein, cette longueur-là, c'est exactement qui va définir l'abscisse curviline. Donc on appelle l'abscisse curviline de la courbe I gamma d'origine T0, c'est-à-dire en partant de T0, la quantité S de T qui est l'intégrale de T0 à T de la norme de gamma prime de I d de U. Remarque, S' de T égale à la norme de gamma prime de T. Il est strictement positif. Et il s'ensuit que S, l'application S qui a été associée à S de T, est strictement croissante. Donc, elle est bijective de I sur un intervalle J et dérivable sur I. Sa fonction réciproque, qui a S fait associer T, qui est T de S, est une fonction dérivable en chaque point de J. Et là, on a T' de S égale à 1 sur gamma prime de T. C'est juste opération en utilisant la définition de la dérivée d'une fonction réciproque. Cours de première année. Hein? F-1', c'est 1 sur F' de f de y. On obtient une autre paramétrisation IJ alpha de gamma, d'après ce qu'on vient de voir, en posant alpha de S, c'est gamma de T de S. Et on voit que la norme de alpha prime de S égale à d alpha sur ds, qui est d gamma sur dt, dA dt sur ds. Donc c'est gamma prime en norme divisé par gamma prime de t en norme égale 1. Donc le vecteur gamma prime de S est un vecteur qui est unitaire, c'est-à-dire de norme 1. D'où définition. En représentant I gamma de l'arc géométrique gamma est dit naturel si pour chaque t, gamma prime de t égale à 1. Donc, pour ces courbes classiques qui définissent le cercle et qui définissent les circulaires, déterminer, voir si, s'ils ont des paramétrages naturels ou pas. S'ils ne définissent pas, il faut en chercher, comme on va le voir. Théorème, un arc géométrique régulier gamma de classe C1 admet toujours un représentant naturel. Ça, on vient de le montrer. Si j'ai I gamma et J bêta, deux arcs de paramétrisation naturelle d'un même arc géométrique, alors le changement de paramétrage θ de I sur J, tel que gamma égale à bêta rond θ, vérifie θ' égale plus ou moins 1. Donc, U qui est égal à θ de t égale plus ou moins t plus t0. Bon, démontrer ce théorème en exercice. Il n'est déjà pas trop difficile. Et comme déterminer aussi, comme exercice, déterminer un représentant naturel équivalent à l'hélice circulaire A cos TI plus A sin TJ plus BTK. Soit gamma, un arc géométrique régulier, et petit gamma, un représentant naturel de gamma, paramétré par l'abscisse curviline S, qui est définie précédemment. Donc le vecteur t qui est égal à gamma prime de S, ou d gamma sur ds, est tangent à la courbe gamma en S. Il est de norme 1. Alors t porte le nom vecteur tangent unitaire à gamma en M de S. Il est très important dans ce qui va venir. Dans ce petit schéma, GM et GT, c'est
C'est un vecteur tangent, mais il est de norme 1. C'est pourquoi on l'appelle unitaire. Alors maintenant, un résultat très intéressant, c'est on va démontrer que dt sur ds ne dépend pas du paramétrage naturel. Par contre, t ou d gamma sur ds en dépend. Soit alpha de i dans E3 un autre paramétrage naturel de gamma, et soit θ un difféomorphisme de i sur j qui vérifie gamma égale alpha rond θ. Donc, il est clair que θ' égale à plus ou moins 1, epsilon plus ou moins 1, et donc t qui égale d gamma sur ds égale à alpha prime de u, θ' de u égale à epsilon. Ça c'est normalement epsilon, c'est plus ou moins 1. Hein, c'est plus ou moins θ', c'est plus ou moins 1. Donc c'est epsilon ss, c'est alpha prime de u. Donc le vecteur unitaire s, lorsqu'il est égal à s égale à moins t, donc s c'est ou bien égal à t ou bien s égale à moins t. Quand s égale à moins t, alors il correspond au paramétrage qui à s fait associer moins s plus s0 de l'arc géométrique gamma. Par contre, dt sur ds ne dépend pas de paramétrage naturel comme on va le voir. Donc dt sur ds égale d carré gamma sur ds carré, donc d sur ds de d gamma sur ds. Donc d gamma sur ds, comme on l'a vu, c'était quoi? C'est alpha prime u de θ prime de s. Donc en tout, ça va faire d carré alpha sur du carré u, θ prime de s au carré. Donc c'est d carré alpha sur du au carré égale ds sur du, puisque θ prime ici égale à 1, epsilon au carré égale 1. Donc, lorsque s est un paramétrage naturel, d gamma dt sur ds ne dépend pas du paramétrage naturel, puisque pour un autre paramétrage, c'est le vecteur unitaire, c'est ds sur du, avec s c'est d alpha sur du. Donc, la dérivée seconde ici ne dépend pas du paramétrage naturel. D'où le théorème, très très important, théorème et définition. Donc, le vecteur dt sur ds ne dépend pas du paramétrage naturel de gamma. Le vecteur k, qui est égal à dt sur ds, hein, on l'appelle k, ce vecteur-là, ou encore d carré gamma sur ds carré, hein, la dérivée seconde qui est importante. Hein. Ce vecteur-là, k, est appelé vecteur de courbure de l'arc géométrique gamma en M de S. Alors là, petit kappa, kappa qui est égal à la norme de k, ou la norme de dt sur ds est appelée courbure de gamma en M de S. Son inverse, qui est grand R, 1 sur kappa, est appelé rayon de courbure de gamma en M de S. Essayez de retrouver ces kappa et ce R dans les cas très simples tels que l'histoire du cercle ou de l'hélice circulaire. Donc, on va définir la courbure et la torsion, mais d'abord, le vecteur n qui est égal à k sur la norme de k, au grand K sur kappa, est appelé vecteur normal unitaire principal, à gamma en M de S. C'est exactement ce comme on a vu dans le schéma tout à l'heure. Ce n appartient au plan oscillateur. Je vais revenir
au schéma précédent. Voilà. Donc il est dans le plan oscillateur. Il est normal, mais il est dans le plan parce qu'il engendre, ce vecteur-là engendre la normale principale, c'est-à-dire la droite perpendiculaire ou normale à la tangente et qui soit contenue dans le plan oscillateur. Voilà, alors nous sommes revenus, donc le n qui est égal à k sur la norme de k, c'est le vecteur normal unitaire principal à gamma en M de S. Bien, des exercices d'application, nous y reviendrons, nous y reviendrons dans la solution des exercices d'application. Repère mobile, repère de série freinée. On suppose que K est non nul. On a dt sur ds scalaire t égale à 0, parce que t est unitaire, t scalaire. T égale 1, l'unitaire, en dérivant par rapport à s, c'est 0. Donc, le vecteur, à partir de là, on déduit que le vecteur normal, principal n, est perpendiculaire à t. Puis, le vecteur unitaire binormal b qui est égal à t scalaire vectoriel n va être perpendiculaire à t et perpendiculaire à n aussi. Et on a un autre repère, c'est que le triplet M de S, T, N et B, ça définit un repère en chaque point, MS. Ce repère mobile, il est orthonormé direct, appelé repère mobile de série freinée. Notons que la théorie du repère mobile a été étudiée en géométrie différentielle par le grand académicien Élie Cartan. Torsion. Propriété. Puisque B scalaire B égale 1, on déduit que dB sur ds est perpendiculaire à B. Et on sait aussi que B scalaire T égale à 0, donc dB sur ds va s'écrire comme dB sur dst plus B dt sur ds, donc c'est dB sur ds, et c'est dB sur dst égale à 0. Donc, dB sur ds est perpendiculaire à t. Ça veut dire tout simplement que dB sur ds, qui est perpendiculaire à t et qui est perpendiculaire à b, donc il va être parallèle à n. Et comme il est parallèle à n, donc il est proportionnel à n. Alors le coefficient de proportionnalité de dB sur ds avec n porte le nom torsion. Donc dB sur ds va vers la normale. Il tire vers la normale. Alors c'est pour cette raison, ce taux, donc il s'écrit comme moins taux de Sn, dB sur ds égale moins taux sur d sur taux de Sn. Alors ce nombre taux de S va porter le nom torsion de la courbe gamma au point M de S. Le nombre taux de S est appelé torsion de la courbe gamma au point M de S. Oui, parce qu'il tire dans le sens de la normale. Hein? Bien. Donc, dn sur ds s'écrit normalement, puisqu'il est perpendiculaire à n, donc il va être une combinaison linéaire de t et de b. Donc, on note a et b les coefficients de dn sur db ici, dans cette base-là.
Et en dérivant les expressions nt égale à 0 et nb égale à 0, on voit que dn sur ds égale à moins kappa t plus tau b. Vérifiez-le en exercice. On obtient ainsi les équations suivantes, appelées équations de Freinet. Les équations de Freinet, c'est ça, de dérivées par rapport à S, du repère dtnb, c'est une matrice antisymétrique de coefficients, la courbure et la torsion, tau moins tau, kappa moins kappa, tau moins tau, de TNDS. Il mesure les variations, il mesure la variation du repère mobile suivant la courbe. Bon, exercice qu'on va voir prochainement. Donc, déterminer les équations de Freinet par rapport à un paramétrage naturel quelconque, donc un autre paramétrage naturel. Et que remarquez-vous? Et aussi montrer la chose suivante. Un exercice, ça c'est un devoir qui donne une interprétation de la courbure et de la torsion. Montrer que kappa nul, c'est seulement si la courbe est une partie d'une droite. Montrer que tau est nul, c'est seulement si la courbe est située dans un plan. Quel est ce plan?